Voilà, alors aujourd'hui je vais essayer d'évoquer non pas l'histoire du mouvement franciscain, donc depuis François jusqu'à aujourd'hui, dans toutes ses composantes, les hommes, les femmes, les tertiaires, les réguliers, les laïcs, sur tous les continents. Non, mais je vais peut-être au préalable réfléchir avec vous sur, je dirais, les conditions de possibilité de faire de l'histoire. Essayez de vous donner envie d'en faire. Parce que, à la limite, j'imagine très bien, et je comprends très bien, qu'il y ait parmi vous des gens qui disent, écoutez, j'ai suffisamment à faire, je suis en formation, je cherche à me former, ou j'ai un métier, bref, moi je peux m'intéresser à François, à Claire. On m'a dit de lire les écrits de François, les écrits de Claire, très bien, je m'y plonge, parfait. Et puis, je suis tout à fait d'accord qu'on est dans le monde d'aujourd'hui et qu'il faut s'intéresser à l'aujourd'hui. Maintenant, tout ce qu'il peut y avoir entre les deux, c'est sympa, hein, ça peut être intéressant pour quelques archéologues, pour des gens qui je dirais à la limite se font plaisir en s'intéressant au passé, mais d'une certaine manière, il n'y a rien de vital à s'intéresser à l'histoire du franciscanisme. Je suis persuadé qu'il y a, dans l'arrière-fond d'un certain nombre de têtes, il peut y avoir ce sentiment-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma vie spirituelle d'aujourd'hui. C'est de lire du François et du Claire. Maintenant, tout le reste, d'une certaine manière, c'est un peu décadent par rapport à François et Claire. Alors évidemment, il y a eu des saints, mais bon, le reste, à part les figures de sainteté franciscaine, le reste, c'est toujours plus ou moins du médiocre par rapport à ces deux grandes figures que sont François et Claire. Voilà. Donc, je crois qu'il faut réfléchir par rapport à cet état d'esprit qui est, à mon avis, plus répandu qu'on ne croit et contre lequel je dirais, toute ma vie, je me suis un peu dressé. Je dirais, voilà. Je crois qu'il pourrait y avoir un danger à croire que François et Claire auraient tout vécu. Ou, d'une certaine manière, à croire que François et Claire en faire peut-être des idoles. Il peut y avoir une tentation un peu idolâtrique à idolâtrer François, Claire, leurs écrits. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un risque à ce niveau-là. Et le fait en particulier de croire que François et Claire auraient tout vécu et qu'il ne s'agirait plus aujourd'hui, d'une certaine manière, que de mettre en application ce qu'ils nous proposent. Je ne pense pas que ça soit vrai, et je vais vous donner un exemple précis qui a fait du bruit, en particulier dans les monastères de Clarisse, il y a quelques années. Il y a Jacques Dellarin, un historien, qui, dans un de ses ouvrages, a réussi à prouver, et c'est absolument nickel, c'est une démonstration qui est parfaite, qui a réussi à prouver que dans la petite communauté de Saint-Damien, la première communauté de Clarisse, il y avait des servantes, il y avait des converses. Pour une certaine lecture de l'histoire des Clarisses, c'est un espèce de coup de Trafalgar, c'est un coup de canon, c'est un coup de tonnerre dans du ciel bleu, ça. Ça vous fout par terre un peu, passe à côté, une certaine image qu'on peut avoir de Claire, Claire, qui aurait eu une servante. Comment on fait par rapport à ça ? Si on se dit que tout a été vécu, que l'essentiel a été vécu par Claire ou par François, c'est dommage. C'est dommage. Mais il y a une autre manière de penser les choses, c'est de se dire que François et Claire ont donné de
formidable impulsion, évidemment. Il ne s'agit pas pour moi de dévaloriser ni François et Claire, c'est pas mon propos. Ils ont donné une formidable impulsion, mais cette formidable impulsion, nous avons sans doute au cours de l'histoire à l'incarner, à la mettre voilà. Et à mon avis, il y a des choses qui ont pu être écrites par François ou par Claire et que même, je dirais, n'ont pas vécu parce que, compte tenu de la situation de l'époque, où il fallait obligatoirement que des femmes d'un certain niveau social puissent avoir des servantes, etc., c'était pas envisageable. Voilà. Il est évident que lorsqu'on lit la règle écrite par Claire, on a bien conscience qu'il y a quelque chose d'une vraie fraternité entre Claire et ses sœurs, qu'on imagine difficilement une grande différence de statut entre des sœurs. Et c'est là que l'historien va intervenir et va vous prouver que dans un certain nombre de cas, et je ne dis pas aujourd'hui, je dis dans l'histoire, au XVe, au XVIe, au XVIIe siècle, j'ai des exemples très précis sous les yeux, il y a des monastères où, je dirais, on a vraiment compris la règle de Claire comme nous la comprenons aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de radicale égalité de statut entre toutes les sœurs. Bon. C'est pas un mystère de vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à travailler un courant de monastères qui sont les monastères de l'Ave Maria. Et bien dans les monastères de l'Ave Maria, depuis le début, fin du XVe siècle, jusqu'à la veille de la Révolution, il n'y a jamais eu l'ombre d'une converse. C'est-à-dire que la seule condition, je dirais, de statut, c'était, il y avait les plus jeunes qui étaient capables de faire plus de gros travaux, et puis les plus âgés qui étaient moins capables de faire les gros travaux. Mais je dirais, toutes les sœurs commençaient par être plus jeunes, et puis à la fin, ils étaient plus âgés. Ils commençaient par faire tous les gros travaux, et on a plusieurs exemples comme ça, enfin des tas d'exemples de cette radicale égalité entre les sœurs. Vous voyez, pour moi, c'est un exemple que, comment dirais-je, nous avons sans doute vraiment à nous inspirer de François et de Claire, mais nous n'avons pas à les copier servilement, et notre, je dirais, ce que nous vivons, ce qu'ont pu vivre nos frères et nos sœurs du siècle dernier, ou il y a 2 siècles, ou il y a 3 siècles, n'est pas moins intéressant, n'a pas moins de valeur que ce qu'ont vécu François et Claire. Ça me paraît très important d'intégrer ça. Très très important. Il n'y a pas François et Claire sur un piédestal inatteignable. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Et puis, immense médiocrité après. Et puis après, nous, qui on ne sait pas où on est, nous, mais voilà. Je trouve que c'est important de faire mémoire de tout simplement de cette incarnation du mouvement franciscain, de cette incarnation dans l'histoire, avec des personnages extrêmement différents, incarnés dans des cultures très très différentes. J'ai des visages qui me viennent à l'esprit. Léon l'Africain, des bêtises, Benoît l'Africain, Saint Benoît l'Africain. Saint Benoît l'Africain, c'est un frère qui vit au XVe siècle, il vit en Sicile, c'est probablement l'un des premiers frères de couleur noire être entré dans l'ordre et sans doute fils ou petit-fils d'esclaves noirs. Voilà. C'est un frère, sur les tableaux, il est devenu célèbre, etc. D'ailleurs, au début, il n'était pas prêtre, mais les frères l'avaient même nommé comme leur gardien. Je crois qu'il a une très belle histoire, il est saint aujourd'hui, Saint Benoît l'Africain. Eh bien, sur tous les tableaux, il est représenté avec sa tête d'Africain. Et je crois qu'en particulier, il a joué un très grand rôle dans toute la diffusion du franciscanisme au Brésil. Au Brésil, cette figure de ce saint Benoît, Saint Benoît le Mort, on dit Saint Benoît le Mort très souvent, Benoît l'Africain, ça a beaucoup compté pour les gens, les frères
brésiliens en particulier. C'est important comme ça d'avoir d'autres visages à se mettre dans l'esprit que celui de François et de Claire. Encore une fois, ce sont toujours eux qui nous inspirent. Mais ils vont s'incarner dans des saints, tout à fait d'accord, dans de très belles figures, et puis des figures qui sont peut-être plus proches aussi de nous. Ce sont des frères, et je pense que de comprendre leur histoire et de s'atteler sérieusement, de prendre du temps à travailler leur histoire, ça me paraît essentiel. On peut pas être de même, ça me paraît toujours important. Je vois par exemple, il y a toute une génération aujourd'hui de gens, et j'en suis très heureux, qui travaillent sur Saint Bonaventure. Celui qui a pensé d'une certaine manière ce que François a vécu. Bon, très important, il y a des... Mais que cette pensée sur Bonaventure, et j'aime beaucoup les bonaventuriens et bonaventuriennes d'aujourd'hui, il y en a des tas de gens, c'est une joie de les... N'oublie jamais, je dirais, les conditions matérielles dans lesquelles ont pu vivre les frères et les sœurs qui étaient autour d'eux. Ça me paraît très, très, très important. Maintenant, j'espère vous avoir convaincu qu'il est important de faire de l'histoire franciscaine et de ne pas vivre uniquement comme si après 1300 il y avait plus rien jusqu'à l'an 2000. Je veux dire, voilà. Donc vous êtes convaincus et vous allez vous y mettre. Mais, comment faire? Alors d'abord, je pense que il y a quelques dispositions, je dirais, d'ordre intellectuel et d'ordre spirituel qu'il faut adopter. Et là, ce que je vais vous dire là, à la limite, je le dirais exactement la même chose si je devais parler devant des gens qui s'occupent de l'histoire de la Révolution française ou de l'histoire de la conquête de l'Himalaya, etc. Avec la différence qui est quand même très importante, c'est que l'histoire de l'Himalaya, on est rarement concerné de très très près par l'histoire de l'Himalaya, ou l'histoire de la Révolution française, encore davantage, mais bon. Alors que l'histoire sur laquelle vous allez travailler vous concerne très directement. Vous êtes lié à cette histoire. Et je dirais, c'est à la fois une immense chance et un risque. La chance, c'est que vous allez vous y intéresser naturellement, je dirais, et que, je ne sais pas, si vous êtes une sœur, par exemple, franciscaine en formation, eh bien, vous allez très vite, si vous êtes un peu curieuse, dans votre maison ou parmi les sœurs que vous connaissez, voir des sœurs qui sont plus anciennes, qui vont vous rattacher à cette histoire, ou trouver des tas de petites choses qui vont pouvoir vous relier à l'histoire. Une petite image, pas forcément un livre, mais ça peut être une image, un objet, ou un événement dans l'actualité. Je lisais hier soir dans une revue d'art, je crois que le titre c'était à peu près « Les franciscaines vous ouvrent un petit coin de paradis ». Bon, j'espère quand même que ça fait tilt. Si vous voyez ce titre-là, chez vous, vous dites les franciscaines c'est nous, pourquoi on ouvre ?» Et si, tout simplement, il s'agit d'un centre culturel qui est ouvert à Deauville, qui vient d'être ouvert à Deauville, dans une ancienne maison de sœurs franciscaines, et je trouve assez sensationnel que les gens de Deauville aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même très intéressant ça, les gens de Deauville aujourd'hui, ils ont conservé ce mot de franciscaine. Ils auraient pu se dire, les franciscaines, ils n'ont pas laissé un bon souvenir à Deauville. On va s'empresser, si vous voulez, de changer le nom. Non, ils ont conservé le nom. Rien que ça doit alerter le jeune historien ou la jeune historienne que vous êtes. On a conservé ce nom. Ça veut donc dire quelque chose. Ça veut donc dire, voilà. Donc, vous êtes proche, vous êtes touché par cette histoire, vous êtes concerné, donc vous allez vous y intéresser. Donc ça, c'est l'immense chance. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait un risque.
d'être, je dirais, embarqué par l'histoire que l'on raconte. Si vous racontez l'histoire de la conquête de l'Himalaya, il y a peu de chances que vous privilégiez tel ou tel aspect, que vous n'êtes pas concerné. S'il y a des alpinistes qui a conquis l'Himalaya, qui avait une mauvaise vie par exemple, ou quelque chose, je dirais, qui traînait des casseroles, comme on dit, bon, vous allez pouvoir le dire sans problème, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Quand on n'est pas concerné par une histoire, on peut raconter ce qu'on veut. On peut aboutir à même si ça n'existe jamais, à une certaine forme de distance, d'objectivité. Voilà. Même si, encore une fois, ça n'existe jamais. Quand vous êtes embarqué dans votre propre histoire, c'est normal, c'est naturel. Il y aura un moment où vous essaierez inconsciemment, je dirais, entre guillemets, de défendre la boutique. C'est normal de proposer une histoire qui... où on va surtout voir les points positifs, les points de ciel bleu, plutôt que les moments plus compliqués. Alors là, je pense qu'il faut retenir, une expression qui n'est pas de moi, mais retenez-la bien, ça me paraît très important. Si vous voulez vraiment faire de l'histoire, si vous voulez que ça aide à découvrir une certaine forme de vérité, la vérité historique, eh bien, il faut que l'historien ne soit ni un avocat, ni un procureur. Retenez bien ces deux mots. Un avocat, c'est celui qui se dit « Ah, je vais écrire l'histoire des franciscaines ou l'histoire des clarisses de machin, de tel monastère, et dans ma tête, je veux défendre. Je veux montrer que c'est les meilleurs. » Alors évidemment, ça ne se présente pas exactement comme ça, mais dans votre inconscient, il y a peut-être un peu de ça. Donc c'est ça, être avocat. Toujours essayer de... Voilà. Au contraire, il s'agit d'être, non pas être un procureur. Un procureur, c'est régler ses comptes, d'une certaine manière, avec l'histoire qu'on va raconter. Je viens de quitter tel couvent, ou tel monastère, ou tel ordre, ça peut arriver, je pense, à des noms précis. Et je vais écrire l'histoire de la communauté ou une communauté, et d'une certaine manière, je règle mes comptes. Alors évidemment, on sera toujours plus ou moins proche d'une de ces deux réalités. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, que autant j'avais beaucoup de facilité à travailler sur les clarisses de l'Ave Maria parce que justement il y a cette vie fraternelle entre les sœurs. Autant par exemple travailler sur les clarisses de Longchamp où il y avait ces grandes dames et leurs servantes, ça me serait plus compliqué. Donc personne ne peut s'innocenter totalement d'être soit dans une position un peu d'avocat ou de procureur, mais il faut au moins avoir ça en esprit. Éviter d'être avocat ou de procureur. Je ne cherche ni à innocenter, ni à condamner. Je suis en empathie avec l'histoire que je vais raconter. Il y a un minimum d'empathie qui est nécessaire. C'est pour ça que, d'une certaine manière, pour un certain nombre de choses, vous, membres de la famille franciscaine, vous allez mieux placés pour parler de cette histoire. Il y a parfois des gens, des historiens, qui parlent, je dirais, de très loin de cette histoire. Parfois, ça laisse des traces. Parfois, on sent bien que c'est du plaqué. Ils ont beau avoir des... Mais c'est pas... Ils sentent pas les choses de l'intérieur. Donc, il faut avoir de l'empathie. Et en même temps, une certaine distance. Une distance nécessaire à avoir avec son sujet. Là, encore une fois, personne n'est à l'abri de ce genre de tentation. Mais empathie et distance, ni être un avocat, ni être un procureur, ça me paraît important. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on est très intéressé par tout ce qui concerne l'histoire de la traite et l'histoire de l'esclavage. Ça fait partie des sujets, je dirais, à la mode, qui n'ont pas été suffisamment traités et sur lesquels beaucoup de gens travaillent, beaucoup d'historiens.
fatalement, il y a un moment ou un autre, vous pourrez être amené parmi les sujets à traiter, à vous dire, mais oui, ça serait intéressant de traiter la famille franciscaine et l'esclavage. À première vue comme ça, j'ai pas d'idée en tête d'article ou de bouquin à vous conseiller, mais vous pourriez vous intéresser à ça. Hein. Encore une fois, je le redirai peut-être tout à l'heure, mais c'est un sujet, c'est tellement vaste l'histoire franciscaine qu'on ne peut pas s'atteler à tout. Hein. Et donc, il faut choisir. Excellente approche qui pourrait être la famille franciscaine et l'esclavage. Alors là, empathie, distance, il faut le mettre en exécution. Vous pourrez vous fixer sur des frères ou des sœurs qui se sont battus contre l'esclavage. Hein. J'ai un exemple d'un frère capucin du XVIIe siècle, hein, qui s'appelle Épiphane de Moirans, hein, qui s'est violemment opposé, qui a écrit des textes théoriques hein, sur l'esclavage en disant que c'était insupportable, que c'était pas humain et qu'on n'avait pas le droit, etc. Tel point que ce brave capucin s'est retrouvé en prison, dans les prisons en Espagne. Hein. Il était français d'ailleurs, hein, Épiphane de Moirans, il est né à Moirans en Franche-Comté. Très bien, très très bien. Bon. En même temps, il ne faut pas oublier qu'en particulier en Amérique latine, vous avez eu des couvents qui avaient des couvents de frères et de sœurs et de moniales qui avaient des esclaves. Bon, et ça, il faut accepter de le regarder les yeux ouverts. Parce que ça, quand même, on est quand même, je dirais, aux antipodes de ce qu'on peut comprendre, que ce soit François ou que ce soit nous aujourd'hui, de la fraternité franciscaine, l'esclavage. Ben, je dirais, quelqu'un qui voudrait traiter de cette question, vous voyez, du mouvement franciscain et l'esclavage, il faudrait qu'il traite les deux ensemble. C'est possible d'ailleurs, hein, il y a des sources. Les deux ensemble, il ne faut pas oublier, ni être avocat, ni être procureur. Voilà. Et donc, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister auprès de vous. Il y a une attitude, je dirais, à la fois intellectuelle et spirituelle. Moi je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, mais il n'est pas interdit de prier avant de se mettre à faire de l'histoire, avant de consulter, travailler sur des archives, de prier pour que l'Esprit Saint nous inspire à être justement ni être dans la posture de l'avocat ou dans la posture du procureur. Voilà. Donc deuxième point sur lequel je souhaitais insister. Alors, donc j'espère vous avoir convaincu, que l'histoire franciscaine, ce n'est pas de l'accessoire, et de vous avoir essayé de vous faire réfléchir un tout petit peu sur des conditions, je dirais, des conditions préalables, aussi bien du point de vue intellectuel que d'un point de vue spirituel, pour aborder ces longues périodes d'histoire franciscaine. Alors maintenant, vous allez me dire, on est prêt, on y va. Mais c'est évidemment que ce sont des mondes. Pour tout vous dire, moi, c'est ce qui me plaît dans le monde franciscain. J'ai toujours pensé que le monde franciscain, c'était un monde large où on pouvait respirer. Rappelez-vous, 1307, le premier archevêque de Pékin, c'est un franciscain. 1524, les frères arrivent à Mexico, où il y aura bientôt des monastères de clarisses et de conceptionnistes, etc. On est en Flandre, il y a plein de sœurs franciscaines au XIVe siècle. Il y a des capucins en Afrique dès le XVe, dans le XVIe siècle, dès leur fondation, ils vont pratiquement en Afrique, en Angola, etc., au nord. Enfin bref, il y a comme ça une histoire très vaste sur de nombreuses cultures, toute la Californie qui est franciscaine aussi, le Nouveau Monde, etc. Enfin bref, ce sont des mondes. Comment les aborder? Il n'y a pas de recette,
il n'y a pas de recette, mais on peut, par exemple, commencer. Après, je vais vous donner des petits écueils à éviter. Hein. Mais pour l'instant, je vous dis d'où on peut partir. On peut partir de réalités très simples, de réalités justement, je disais tout à l'heure, la question de l'esclavage. Si vous êtes dans un monde marqué par ces questions-là, il faut peut-être les travailler, ne pas hésiter à demander conseil, etc. De même, par exemple, très souvent, aujourd'hui, il y a une espèce de tendance à confondre l'aventure coloniale et l'aventure de l'évangélisation. Hein, à mon avis, c'est faux. On n'a pas à les confondre, mais il faut le démontrer. Dire encore une fois, s'il y a quelque chose qui me semble très important, c'est que de toute façon, cette histoire, elle est complexe. Cette histoire, elle ne peut pas se résoudre à des slogans. De plus en plus, c'est une conviction. C'est que c'est tout. Vous n'arriverez jamais au bout. Hein, donc, si vous n'arrivez jamais au bout, il faut mieux ne pas tout embrasser, vouloir tout embrasser, mais vous pouvez partir d'un sujet, de votre monastère, de votre fraternité, de petites choses que vous collectionnez dans votre missel. Je dirais, on peut faire toute une histoire de l'ordre, ou de l'ordre franciscain, à partir de petites images, de piété. Hein, l'évolution des images de piété, c'est quelque chose de très intéressant. À partir de tas de choses. Enfin bref, il y a des tas de moyens. Essayez bien faites-vous conseiller, mais je dirais c'est toujours. On peut partir d'un petit point. Ce petit point, vous allez le creuser, toujours le creuser. Alors il y a un mot que j'ai pas encore utilisé, mais qui me paraît important. C'est ce qu'on appelle le mettre dans son contexte, la contextualisation. Hein. Ne jamais oublier que vos franciscains, vos clarisses, vos sœurs franciscaines, vos tertiaires, ils sont jamais tout seuls dans le monde. Hein. Ils font partie d'une église, ils font partie d'un diocèse, ils font partie d'une évolution. Hein. Comment on ne peut pas penser aujourd'hui l'histoire franciscaine sans penser à l'histoire toute récente de ce que peut vivre notre Église, avec ses côtés lumineux et ses côtés tragiques. Tous les abus qu'on peut être commis dans l'Église, il est évident que ça ne peut pas avoir de répercussions, y compris dans les travaux historiques que vous ferez un jour ou l'autre. Voilà. Méfiez-vous, il y a des petits écueils. Il faut toujours choisir. Hein, l'historien, comme je vous dis, c'est tellement vaste. Il faut choisir aussi des bornes. Et vous savez que les historiens, ils ont l'habitude d'avoir des grandes bornes. Hein, le Moyen-Âge, hein, jusqu'à la fin du XVe siècle, jusqu'aux grandes découvertes. Hein, 1492, voilà. Après, c'est ce qu'on appelle la modernité, l'époque moderne, jusqu'à la Révolution. Puis après, on passe à l'époque contemporaine. C'est les grandes périodes. Et vous serez plus ou moins obligé un jour ou l'autre de vous y conformer. C'est fait partie des facilités qu'on est obligé d'un jour ou l'autre d'assumer. Hein. Moi, par exemple, je suis moderniste. Je suis plutôt spécialisé en l'époque moderne. Il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle des médiévistes. Alors, faut tout à fait se contenter de ce genre. On est bien obligé, comme je vous dis, d'utiliser ces bornes à condition de ne pas se focaliser sur leurs limites et surtout ne pas voir ce qui est un tout petit peu à l'extérieur de ma borne. Il y a quand même des gens qui ont vécu, des tas de gens qui ont vécu sur les frontières de la borne. Ils ont vécu le début de leur vie, par exemple, à la fin du Moyen-Âge, et puis la fin de leur vie à l'époque de la Renaissance. Marguerite de Lorraine, dont on fête cette année le 5e centenaire de la mort, en 1521, Marguerite de Lorraine qui a été duchesse d'Alençon, qui
chef d'État, véritablement quelqu'un qui a eu une femme, qui a eu des responsabilités, puis ensuite qui a fondé des monastères de Clarisse et qui à la fin est devenu Clarisse. Eh bien, c'est typiquement quelqu'un qui est à cheval sur ces deux mondes. Hein. Bon, il faut savoir déborder un peu de ces mondes-là, ne pas en faire s'obséder sur des limites. Hein. Donc, méfions-nous toujours de ces bornes. De même, ça paraît très important, méfiez-vous d'une histoire qui commence au début du XVIe siècle, ou une histoire qui commence au début du XVIIIe, ça ne veut rien dire. Rien n'a commencé en 1701 pour se terminer en 1799. Hein. Rien ne commence en 1300. Hein. Méfiez-vous de ce genre je dirais, de cases, de fourchettes chronologiques, qui sont trop qu'on est bien obligé d'utiliser. Hein. Tout le monde parle du siècle des saints pour désigner le XVIIe siècle, où il y a eu aussi bien Vincent de Paul que d'autres grands saints de la Réforme catholique, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire. Encore une fois, on est bien obligé, mais débarrassons-nous de ce genre de choses. Voilà. Méfions-nous aussi des sources qu'on va pouvoir avoir. Un historien, il a besoin de sources. Imaginez, vous êtes dans un monastère, et puis vous avez la chance parce que dans ce monastère, il y a beaucoup d'archives. Et on vous amène toutes les archives du monastère. Et vous allez pouvoir vous enfoncer dans ce monde d'archives. Extraordinaire. Vous avez un registre des professions sur toute la durée d'existence du monastère. Vous avez un registre de comptes. Vous avez un nécrologe. Enfin, c'est quoi rêver. L'historien, il est à genoux. Hein, Bref, vous avez énormément de chance. Mais là encore, il y a ce que les historiens appellent un effet de loupe. C'est-à-dire qu'il y a un risque. Il y a un risque, c'est-à-dire que vous allez tout voir au travers de votre monastère sur lequel on sait des tas de choses. Et il peut y avoir à côté un autre monastère qui a eu exactement la même importance, qui a même pu être plus important. Et le problème, c'est que ce monastère, il n'y a plus rien. Plus une source. Tout a été détruit. Voilà. Comment on fait dans ces cas-là ? On fait comme on peut, hein. Il n'y a pas de recette miracle. Mais il faut le savoir, là encore, contextualiser et veiller à pas trop l'historien, il ne peut pas faire un travail sérieux, un travail, je dirais, de première main, s'il n'a pas des sources, on est bien d'accord. C'est pas moi qui vais cracher sur un registre de profession, ou sur un nécrologe, ou sur un registre de compte. On est trop heureux de l'avoir. Mais il faut en même temps se méfier du fait qu'on va tout voir au travers de ces sources-là, et puis ne pas voir le reste, parce que le reste, justement, a disparu. Ça me paraît très important de ne pas de faire attention à tout ce genre d'écueil. Encore, entre parenthèses, tout ce que je vous dis est sans doute important, et c'est important que vous le reteniez peut-être, mais rien ne vaut d'avoir de temps en temps quelqu'un à qui vous pouvez envoyer un mail de temps en temps, à qui vous pouvez demander conseil, qui sera un peu, comme vous dit, qui vous mettra le pied à l'étrier sur ces questions-là de l'histoire. On ne travaille pas vraiment tout seul. Moi, j'ai été aidé dans ma vie. Il y a il y a aussi des gens qui m'ont mis le pied à l'étrier. Voilà. Donc, de ne pas travailler seul. Alors, maintenant, encore une fois, on ne peut pas tout traiter. Hein. Il existe quand même du b.a.-ba. Il faut bien avoir quelques l'un ou l'autre manuel. Alors là, moi, je vais vous présenter le manuel que je présente à tous les jeunes qui viennent faire ici de l'histoire, parce que ceux à qui vous qui êtes en formation dans la famille franciscaine, il faut savoir que vous n'êtes pas les seuls à faire de l'histoire franciscaine. Il y a aussi des gens qui ne font pas partie de la famille franciscaine et qui arrivent dans les bibliothèques comme ça.
voilà, tout contents, et qui disent « Ah, je veux faire un master sur un tout petit sujet d'histoire franciscaine. » Tout petit. Voilà, comme vous savez qu'on est aujourd'hui dans une période de, j'enfonce des portes ouvertes là, mais d'hyper-spécialisation. On va traiter un tout petit sujet. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent et puis ils ne savent rien sur l'histoire franciscaine. En général, je dirais, il faut quand même un béaba. Et donc là, vous avez un frère franciscain, un frère capucin, qui s'appelle Lazzaro Iriarte, qui est un frère capucin qui a écrit cette histoire du franciscanisme. Il y a au moins, maintenant ça doit dater d'il y a au moins une cinquantaine d'années. Ça a été traduit, mais la première édition date de 79, c'est-à-dire pas tout à fait 50 ans, mais bien une quarantaine d'années. Et elle a été traduite assez tardivement en français. C'est le manuel dans lequel vous allez avoir des choses sur l'observance, sur les débuts du Capucin, sur les débuts des sœurs franciscaines, sur les missions franciscaines, sur les études dans l'ordre, etc. Des tas de têtes de chapitres. Quand vous prenez votre loupe et que vous allez regarder le texte, vous verrez que toutes les pages, vous avez pratiquement quelque chose qui est plus tout à fait à jour, quelque chose qu'il faudrait remanier. Donc, c'est toujours des choses qu'il faut remanier, mais ça a l'avantage d'être le manuel, d'être... De même, je recommande, même si c'est un ouvrage qui a des défauts, je recommande les deux gros ouvrages qui viennent de paraître de Sœur Marie-Colette Rousset, qui viennent de paraître aux éditions Salvator sur l'histoire des Clarisses. Extrêmement riche en matière de documents, et là, de fait, Sœur Marie-Colette a réussi l'exploit, je dirais, de vous parler des Clarisses depuis Claire jusqu'à aujourd'hui. Un véritable exploit. Mais c'est l'exploit d'une vie, ça, si vous voulez. C'est l'exploit d'une vie. Personne d'entre nous, sauf Marie-Colette, ne pourra réussir à faire ce même genre de choses. Voilà. Mais on a de fait besoin d'avoir des manuels. Je signale, entre parenthèses aussi, comme outil, c'est que on n'a jamais eu, là encore j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même la réalité, on n'a jamais eu autant d'outils à notre disposition grâce à Internet. Je signale en particulier, on en reparlera sans doute, cette espèce de bibliothèque virtuelle qu'a montée le frère Luc Mathieu, dans lequel vous avez des tas d'articles, des tas de choses. Mais, encore une fois, il faut y consacrer du temps. C'est pas en se disant, je sais que j'ai la bibliothèque virtuelle de Luc Mathieu, mais je ne la regarde jamais. Non, il faut prendre le temps de la regarder. Il faut prendre le temps encore une fois, dans les dispositions, j'irais dire, sur la fait de faire de l'histoire franciscaine, il faut accepter d'y passer du temps. Et donc, vous avez la ressource de Luc Mathieu, mais vous avez aussi, il suffit de taper sur votre ordinateur le mot Gallica, et vous allez arriver sur la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, vous avez des tas de choses, des plans, des images, des textes. Une bonne partie des revues franciscaines anciennes sont sur cette et c'est pas très difficile. C'est pas difficile. Il suffit de taper quelques mots. Vous tapez études franciscaines, vous tapez la France franciscaine, et puis très rapidement, vous avez comme ça des textes que vous pouvez tout de suite télécharger, etc. Encore une fois, jamais on n'a eu autant d'outils. C'est à la fois une immense chance et c'est en même temps un immense défi. L'immense chance, c'est que on a tout sous notre disposition. Et le défi, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise il faut aller là, il faudrait peut-être lire ceci, etc. etc. Sans ça, on est paumé, c'est vrai. Voilà, donc... des outils. Encore une fois, j'insiste sur des petits objets qui peuvent vous donner, qui peuvent vous faire réfléchir. C'est la statue qu'il y a dans ma chapelle. Pourquoi elle est comme ça? Là encore, toute l'histoire de l'iconographie, la manière dont sont représentées Claire ou Colette ou Sainte Élisabeth de Hongrie au cours de l'histoire. Voilà un axe. Là encore, vous avez des tas de documents sur... voilà. Et
en prenant ce chemin-là, cet axe, cette espèce de sillon que vous allez labourer pendant un certain temps, ça vous permet de voir d'autres choses, ça vous permet de comprendre des choses par ce biais-là. Si vous aimez l'iconographie, si vous aimez les belles images, ça peut être tout à fait de même. Moi, je reconnais avoir un certain attrait pour l'architecture. Regardez comment est construit votre couvent, votre maison, etc. Voilà, et puis il y a suffisamment, notre pays est plein d'anciens couvents ou d'anciens lieux. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors que ça vient d'autres traditions. Pourquoi ils ont mis leur cœur pour prier tranquillement derrière le maître-autel? Pourquoi ils ont mis un retable à tel endroit et puis rien d'autre, une espèce de nudité dans le reste de l'église, etc., etc., etc. Voilà. Tout ça, ça peut être un embryon, je dirais, d'intérêt pour... on dit souvent que la curiosité est un défaut, enfin je sais pas. Il me semble qu'il y a une saine curiosité intellectuelle. Soyez à l'affût, un petit peu à l'affût et puis vous verrez ça, je vais prendre un exemple, vous allez dans une ville, et puis on vous invite à visiter un musée, vous allez visiter le musée. Je vous pose mon pari, je fais le pari, que dans n'importe quel musée de France et de Navarre, et je vais même aller plus loin, de toute l'Europe occidentale, et évidemment de toute l'Amérique latine, dans n'importe quel musée vous trouverez de quoi alimenter votre petite soif de comprendre l'histoire franciscaine. Il y aura toujours un saint franciscain, un saint de la famille franciscaine, ou une représentation de François, ou un ancien couvent qui sera représenté. Je vous fais mon pari. Voilà. Essayez d'avoir ça dans votre tête, et vous ferez des découvertes, et voilà. Voilà que c'était... Et puis partagez aussi. Je pense aussi que c'est important de partager vos découvertes. N'ayez pas peur, d'une part, de demander conseil, mais aussi de partager ce que vous avez découvert. Voilà, là je vous parle, et ça sera peut-être ma dernière intervention pour ce matin, je vous parle depuis la bibliothèque franciscaine des Capucins, qui est l'un des lieux en France où sont rassemblés le plus d'ouvrages concernant le franciscanisme. C'est vraiment une bibliothèque qui s'est resserrée sur sa spécialité franciscaine. C'est une bibliothèque qui est reliée à un couvent, le couvent des frères mineurs capucins. Je trouve que c'est quelque chose d'important. C'est pas quelque chose que les frères ont mis un peu à l'écart. Non, ils ont fait l'effort, y compris d'embaucher du personnel pour s'occuper de cette bibliothèque. C'est un lieu vivant, un lieu qui essaie d'être vivant, et où il y a toutes sortes d'ouvrages qui peuvent intéresser l'histoire du mouvement franciscain. Je vais essayer un petit peu de cataloguer tout ce qu'on peut trouver dans cette bibliothèque, tout ce qu'on peut cataloguer, tout ce qu'on peut trouver. Il y a d'abord tout ce qui concerne François, Claire, les écrits, les sources, les premiers compagnons, etc. Tout ça, vous le savez, ça a donné lieu à des tas de bouquins, des tas d'éditions, soit des éditions savantes, soit des éditions pour le grand public. Vous avez tous entendu parler, vous entendrez certainement un jour parler, de ce qu'on a appelé la question franciscaine. La question franciscaine, c'est toute cette généalogie. Comment mettre en ordre un petit peu tous ces textes primitifs qui nous parlent de François. Cette généalogie, ça a donné lieu à de multiples articles, à de multiples bouquins. Tout ça, une grande partie de ces bouquins-là, et pas tous, mais une bonne partie de ces livres-là, ils sont ici. Je peux dire les premiers compagnons, mais c'est aussi bien les premières compagnes, je dirais les Claire, les Élisabeth, les Agnès de Prague, tous ces gens-là ont donné lieu à des livres, à des écrits. Claire, vous savez, a écrit. Voilà. Antoine de Padoue, on pourrait consacrer une
une bibliothèque entière, je suis persuadé, si vous allez à Padoue d'ailleurs, vous la trouverez, une bibliothèque entière à ce qui concerne Antoine et Antoine, ses écrits, les sermons, l'iconographie. Il n'y a jamais eu un saint qui est autant représenté dans le monde que Antoine. Et puis aussi, toute la littérature de spiritualité et historique concernant Antoine. Il n'y a pas un saint dans le monde qui a davantage été prié, pas forcément d'ailleurs toujours de façon très chrétienne, faut être très clair là-dessus, mais qui a été prié depuis... voilà. Donc tout ça a donné lieu à énormément de livres. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est la première partie de notre bibliothèque. La deuxième partie, on pourrait dire, c'est toute la partie qui a suivi, tous ceux qui ont essayé de penser l'histoire, de penser ce qu'a vécu François. Je pense à Bonaventure. Je crois que derrière moi, vous avez des rayons entiers d'éditions anciennes de Bonaventure, de Duns Scotus, de Guillaume d'Occam, de Alexandre de Alès, tous ces intellectuels du XIIIe, XIVe siècle qui ont essayé de penser l'expérience franciscaine. Alors, des éditions soit en latin, soit traduites en anglais, soit traduites en français. Faut pas croire qu'ils ne sont qu'en latin. Il y a aussi si par exemple vous savez l'anglais, il y a des textes de Bonaventure que vous pourrez lire par leur traduction anglaise. Et puis, je dirais, cette pensée, elle n'est pas réservée au tout premier siècle. Vous avez encore aujourd'hui, c'est une chance que nous avons aujourd'hui d'avoir des jeunes intellectuels aujourd'hui, des hommes, des femmes qui pensent Bonaventure en confrontation avec la pensée d'aujourd'hui. Tous ces gens-là, ils ont écrit. Et leurs bouquins, il est souhaitable qu'ils soient là. Et de fait, ils sont là. Troisième grande catégorie, on pourrait dire, c'est justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'histoire du mouvement franciscain. On a ici l'histoire de Junipero Serra, écrite au XVIIIe siècle. Vous savez, Junipero Serra, c'est celui qui va implanter des missions dans toute la Californie. Nous avons ici une histoire de Junipero Serra, écrite au XVIIIe siècle et imprimée à Mexico. Ouais. Eh bien, elle est ici. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, même rien que de se poser la question de savoir comment ce bouquin est arrivé ici. J'en sais rien. Il sera examiné. Il y a peut-être un ex-libris, ça peut-être des choses comme ça. N'empêche que ce livre, il est ici. Entre parenthèses, il y a ici des ouvrages qui sont ce qu'on appelle en unicum. C'est-à-dire qu'il y a un exemplaire ici, et puis il n'y en a pas d'autres. On a découvert, il n'y a pas très très longtemps, par exemple, que vous savez que les frères, ils ont toujours été au service de l'Église, et en particulier, ils se sont beaucoup disputés avec les protestants. Et que au XVIe siècle, au XVIIe siècle, quand ils se disputent avec les protestants, souvent ça donne lieu à des ouvrages qui relatent la dispute, soit du côté des frères, soit du côté des protestants. Eh bien, ici, on a découvert qu'on a probablement, et même certainement, puisque ça a été écrit dans l'étude française, enfin, sauf si un jour on découvre dans le fin fond du placard d'un vieux monsieur en Saintonge, c'est possible, tout peut arriver. Mais a priori, au niveau des bibliothèques, nous avons un unicum, c'est un ouvrage d'origine protestante, donc raconté par des protestants, mais racontant leurs rencontres et leurs disputes, leurs disputations, leurs confrontations, leurs controverses, comme on disait à l'époque, avec des capucins. C'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ce point de vue protestant, et c'est intéressant de se dire que c'est un capucin ici, et pas un capucin d'aujourd'hui, qui s'est dit c'est intéressant d'avoir ce point de vue, vu par les protestants, sur la controverse, qui prouve que nos ancêtres, ils n'étaient pas complètement Tintin, vous voyez, je veux dire, on se croit parfois très fort aujourd'hui. Il était capable quand même d'avoir suffisamment de largeur d'esprit, parce qu'il aurait pu se dire, bon, écrit par un protestant, il va certainement dire du mal de nos frères, et de fait, à la fin, il y a un poème
sur les protestants, sur les capucins, qui dit en particulier que les capucins, ils sont complètement sales, qu'ils se lavent jamais, etc. En particulier, ce qui est totalement faux. Hein. Mais enfin bref, il aurait pu considérer que cet ouvrage, il était bon à acheter. Eh ben non. Il a considéré que c'était important de le garder. Ben aujourd'hui, il a été examiné par un spécialiste de l'histoire du livre, et il est possible que cet ouvrage, sous un nom d'emprunt, puisqu'il n'y a pas d'auteur, il a été écrit tout simplement par Agrippa d'Aubigné. Agrippa d'Aubigné, le poète, je vous ferai voir hein, si vous voulez. Hein, je le ferai voir pour que vous... Voilà. Et Agrippa d'Aubigné a écrit beaucoup, il est possible que ça soit de lui. Enfin, en tout cas, l'auteur qui a écrit dans l'étude franciscaine il n'y a pas très longtemps sur ce texte estime que c'est possible que ça soit Agrippa d'Aubigné. Donc vous voyez, un unicum, ça fait partie des ouvrages qui sont ici. Vous verrez, il est en très mauvais état. Il n'a pas de reliure. Nous, notre bibliothèque, j'ai peut-être oublié de le dire, mais c'est un paraît important, on vit à la franciscaine. On n'a pas les moyens extraordinaires de la bibliothèque nationale où on peut faire relier des tas de choses, etc. Non. Mais n'empêche qu'on a des trésors. Voilà. Et bien, ce petit texte, il est ici. Donc, des tas d'ouvrages sur l'histoire franciscaine, c'était mon troisième point, sont présents ici. Hein, sur l'histoire des missions en particulier. Sur l'histoire de la Terre Sainte. Vous savez que depuis le XIVe siècle, les frères sont les custodes. Hein, là, ils assurent la custodie, la garde de la Terre Sainte. Et qu'en particulier, pendant des siècles, et encore aujourd'hui, les frères, quand on va en Terre Sainte, ils sont souvent vos guides. Et ici, et juste pratiquement derrière moi d'ailleurs, il y a des guides de Terre Sainte qui ont été écrits par les frères. Et moi, je suis très fier parce que, par exemple, il y a une édition de guide, écrit par un Français d'ailleurs, parce que les guides ils sont écrits en état de langue, en espagnol, voilà. Il y a une édition d'un de ces guides, écrit par un Français au XVIIe siècle. On en a plus d'exemplaires ici qu'à la bibliothèque de Jérusalem, la bibliothèque Saint-Sauveur de Jérusalem, qui se vante pourtant d'avoir la plus grande bibliothèque de guides de Terre Sainte, et c'est vrai qu'elle est superbe, elle est incomparable, mais sur tel ou tel exemple précis, nous ici à la bibliothèque, on en a davantage. Voilà. Donc, la Terre Sainte, les missions, les hommes, les femmes, les sœurs, toutes les réformes, toute cette foison de sœurs franciscaines qui sont nées au XIXe siècle et qu'on ne connaît pas suffisamment, qui n'ont pas été suffisamment étudiées, même si ça commence. Hein, je rappelle, il y a eu des récents colloques. Je pense qu'il y a une petite... On tient le bon bout, mais il faut continuer à étudier l'histoire de ces sœurs franciscaines. Eh bien, ici, par exemple, vous avez énormément non pas de règles, parce que la règle, c'est toujours la règle du tiers ordre régulier, mais de constitution de ces sœurs, ou de chroniques, certaines chroniques parfois écrites par les frères. Alors c'est vrai que les sœurs, elles ont leurs propres archives, hein, elles ont leurs propres archivistes aussi, bien sûr, mais on a aussi des choses ici qui peuvent servir hein, pour cette histoire des sœurs franciscaines. Je suis sûr que j'oublie. Alors oui, à l'étage, par exemple, vous avez ici toute une immense collection de ce qu'on appelle des périodiques. Alors les périodiques, c'est à la fois des revues qui continuent aujourd'hui. Hein. Si vous voulez lire un jour Franciscan Studies, elle est tout là-haut. Si vous voulez lire son équivalent en les Studi Francescani en italien, elle est là-haut. Si vous voulez lire Études franciscaines que l'on fabrique ici, hein, elle est aussi ici. Mais il y a bien d'autres que toutes ces grandes revues. Je dirais ces grandes revues scientifiques. Il y a en particulier toutes ces petites revues qu'on trouve un peu partout, même dans vos maisons, un peu dans beaucoup il suffit que vous ayez eu un grand-père ou une grand-mère qui était tertiaire, pour que je parie que dans votre grenier, vous retrouviez des petits fascicules des annales franciscaines ou des annales du tiers-ordre, etc. Bon, votre première tendance, ça sera de les mettre à la poubelle. Ben, vous avez tort. Parce que nous, ici, en particulier, nous essayons de compléter toutes ces collections. Parce que ces collections sont très intéressantes. Elles sont à la fois intéressantes pour l'historien du 19e siècle, qui va s'intéresser, ou du 20e, qui va s'intéresser à la manière sur quoi travailler, sur quoi pouvaient méditer, ou sur quoi pouvaient prier tous ces tertiaires.
hein, tout cet énorme travail de diffusion, un peu toutes ces petites revues qui ont donné naissance aujourd'hui à Arbre, hein, ou au cahier de spiritualité franciscaine. Voilà. Et il y a non seulement ça, mais il y a aussi, je dirais, le contenu même de toutes ces revues. Le contenu même de toutes ces revues. Et il y avait un effort, alors je vais faire mon vieux grincheux, oui, ben je le reconnais, on aurait peut-être intérêt à le faire davantage. Il y avait un effort de formation permanente, de former les gens en matière d'histoire, qui est ça, très intéressant. Moi, j'ai appris, par exemple, moi, je suis très frappé par le fait qu'il y a des tas de choses qui s'oublient. Vous savez qu'en 2019, on a fêté le 8e centenaire, le 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan. Et ben, c'est en lisant une de ces petites revues d'histoire franciscaine, des petites revues, que j'ai découvert qu'en 1919, donc il y a un siècle, on avait établi une statue de Saint-François au Caire pour commémorer la rencontre de Damiette. Voilà. Alors que tout le monde s'en fichait complètement en 1919, il n'y a rien eu en 1919, alors qu'en 2019, vous avez vu, ça fait beaucoup de... En 1919, pour des tas de raisons qui seraient très lourdes à raconter là, on s'en occupait pas. En revanche, au Caire, il y a cette statue. Mais cette statue, tout le monde l'avait oubliée. Personne en France, personne ne savait qu'il y avait encore une statue au Caire représentant François, et sur lequel, en bas, il y a la rencontre avec le sultan, les scènes de la rencontre. Il n'empêche qu'elle existe toujours, cette statue. Elle est toujours devant l'église des frères mineurs, au Caire. Elle y est toujours. Il suffit de ne pas oublier qu'elle existe. Et qu'elle est le témoin qu'en 1919, on s'est préoccupé à cet endroit-là de la rencontre entre François et le sultan, et que dans une de ces petites revues franciscaines, on a écrit « Ah, on a aujourd'hui, au mois de novembre de 1919, on a inauguré au Caire cette statue. » Donc vous voyez, c'est la partie de ces choses. Donc c'est important de découvrir la masse de toutes ces petites revues. Ça vous fait voir en particulier aussi le dynamisme intellectuel. Par exemple, je découvre de toutes ces petites revues que faisaient les frères théologiens, les jeunes frères en théologie, qu'ils soient capucins ou frères mineurs, qui avaient leur propre revue, enfin, je veux dire, des tout petits trucs renéotés, vous savez, avec ces machines à l'essence, enfin, c'est à peine lisible. N'empêche que ça dit toute une vie. Voilà. Donc ici, on a un email, on peut toujours nous contacter. On peut pas répondre à toutes les demandes parce qu'on n'a que deux. On n'est pas, comme dirait le cardinal Lustiger, je ne suis pas la dièse Shiva, vous savez, qui a six bras, etc. Mais on essaie, on ne vous laissera jamais tomber. Et vous pouvez toujours prendre rendez-vous et venir ici, et on essaiera de bien vous accueillir. Tu dis c'est une règle des Clarisses. Voilà, c'est la règle des Clarisses, imprimée pour des capucines, les Clarisses capucines. Et puis ensuite, il y a les constitutions de Sainte Colette. Et puis ensuite, il y a des litanies. Il y a la bénédiction. Il doit y avoir aussi le privilège de pauvreté, tout ça.